C'est une expédition scientifique qui ne ressemble à aucune autre. 20 volontaires, 10 hommes et 10 femmes s'apprêtent à passer 40 jours en pleine forêt, ici en Guyane. Le projet s'appelle Deep Climate et l'objectif sera d'étudier les impacts du réchauffement climatique et des changements d'environnement sur l'organisme humain. Car précisons-le, cette expédition guyanaise sera suivie de 2 autres, en Laponie et en Arabie Saoudite. À l'origine de ce projet, le chercheur et explorateur Christian Clot, qui a déjà mené plusieurs expériences dans des climats hostiles. Pour en parler, nous sommes ce matin et par téléphone avec Jérémy Roumian. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Jérémy Roumian. Vous êtes le directeur des opérations des expéditions de Christian Clot. Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter dans les grandes lignes le projet de manière générale? Ces 3 expéditions donc qui vont être organisées, dont la première en Guyane, c'est quoi l'objectif finalement? Alors, Deep Climate, c'est un projet donc organisé par le Human Adaptation Institute et l'explorateur chercheur Christian Clot, qui a pour but de comprendre en fait l'impact des changements climatiques sur l'humain. Et donc, l'équipe va mener en fait successivement 3 traversées de 40 jours chacune dans 3 milieux climatiques extrêmes et assez représentatifs en fait de ce que pourront être des climats possibles dans un futur proche. Christian Clot et donc son équipe vont mener en fait un protocole d'études sur les impacts d'un changement de climat et des conditions de vie sur des personnes qui vivent habituellement plutôt dans des milieux tempérés. Donc c'est pour ça qu'on démarre dans un milieu tropical chaud et humide, parce que c'est un climat qui sera très prépondérant dans beaucoup de zones de la planète, telles que le GIEC le projette dans un certain nombre d'années. Et puis ensuite, on enchaîne sur 2 autres expéditions. Voilà. Donc vous avez choisi la Guyane, vous avez choisi de réaliser le premier volet de ce projet scientifique en Guyane, avant tout pour son climat? Alors, on a choisi la Guyane pour son climat et aussi pour la jungle équatoriale qu'elle représente, quoi, et dans laquelle l'équipe va pouvoir évoluer, à la fois parce que effectivement le climat est particulier. Finalement, on a la chance en France, sur le territoire guyanais, d'avoir un laboratoire à ciel ouvert de ce que va pouvoir être certains climats du futur. Et donc, il y a un très grand intérêt à venir essayer de comprendre ce que l'humain peut vivre dans ce type de climat et comment on peut s'adapter quand on n'y est pas habitué. Donc une première chose, et puis la jungle, la forêt équatoriale est magnifique et donc ça va être aussi un moteur d'émerveillement, de découverte pour cette équipe et trouver aussi du coup des ressources en termes de capacité d'adaptation, de projection dans ce milieu qui va être complètement nouveau pour eux. Parce que peut-être que ce qu'il faut préciser, c'est que en dehors du chef d'expédition, donc Christian Clot, l'ensemble de l'équipe est une équipe novices. Ce ne sont pas des gens qui sont habitués, rompus aux situations extrêmes. Ce sont des gens qui ont une vie comme tout un chacun et qui justement s'engagent pour la science et pour essayer de comprendre un petit peu comment on va pouvoir s'adapter à des conditions de changement et des nouvelles situations de vie. Et ce qu'on va tout de suite préciser, c'est que ça n'est pas une expérience de survivalisme dans la forêt comme on peut en voir ailleurs. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, ça n'est pas du tout une expérience de survie ou de survivalisme. C'est vraiment un projet scientifique dans le sens où l'équipe, nous, elle part avec ses ressources alimentaires, le matériel nécessaire pour vivre en forêt. On n'est pas du tout dans une logique de survie. On est dans une logique de vie dans un milieu, dans un climat et dans un environnement et son écosystème. Donc l'objectif c'est vraiment de comprendre comment on s'adapte dans cet environnement-là et pas du tout de chercher à y survivre. Et par exemple, il n'y a pas de prélèvement je dirais de faune ou de flore pour se nourrir par exemple, ils chassent pas ni quoi que ce soit. On part avec l'intégralité de la nourriture par exemple pour les 40 jours. Oui, donc en quelque sorte
les 20 volontaires qui font partie de cette expédition, ils vont donner leur corps à la science. Tout à fait. C'est l'ensemble de l'équipe, effectivement. Alors donne avant tout beaucoup de son temps, évidemment, s'engage dans ce projet scientifique et effectivement, voilà, va se confronter, va s'engager physiquement pour voilà qu'on puisse mener ces études. Donc derrière ce projet, hein, c'est une quinzaine de laboratoires et d'universités qui étudient en fait différents protocoles. C'est une approche qui est purement intégrative et pluridisciplinaire. On travaille sur la cognition humaine, on travaille sur les émotions, sur la physiologie générale, sur le microbiote. Voilà, c'est très très divers et très varié. Jérémy Roumillon, c'est quoi les caractéristiques de l'expédition guyanaise du coup vous nous avez dit que ça va durer 40 jours, ils vont quitter la Guyane à la mi-janvier, donc dans un petit peu plus d'un mois. La distance, c'est quoi la distance qui va être parcourue ? Alors, c'est aujourd'hui très difficile à dire parce que en réalité, ils vont progresser à la fois avec des rafts, donc avec des canots gonflables, et dans la jungle également à pied. Donc en réalité tout dépendra de la proportion qu'ils font entre les deux et de la hauteur du niveau de l'eau, etc. Donc mais l'objectif est par contre d'être en déplacement permanent pendant les 40 jours. Donc ça leur arrivera de monter donc ils montent des camps tous les soirs pour s'installer, se reposer, dormir, mais et puis tous les 4-5 jours également pour mener les différentes études et protocoles scientifiques. Mais l'objectif étant d'être en déplacement parce que ça génère également une nécessité d'adaptation et de changement permanent, et pas simplement de dire de s'installer, de recréer un confort de vie, etc. Donc c'est vraiment d'être en mouvement en permanence pour pouvoir essayer vraiment de comprendre comment on s'adapte au changement. Oui, pour ne pas s'habituer finalement à avoir son camp autour de soi et ne plus être dans cette logique-là d'adaptation permanente. Exactement, de pas recréer finalement une situation très très protectrice, voilà, mais plutôt d'être dans une dynamique, de se confronter et de s'engager dans un milieu comme ça. Et du coup, pendant qu'ils seront en mouvement, ils vont tous porter eux-mêmes leurs affaires, leurs provisions, le matériel également. Ça va être sacrément physique. Alors ça va être effectivement très physique parce que justement le principe c'est de porter tout le matériel, alors la nourriture mais aussi le matériel scientifique, tout l'équipement qui va leur permettre de vivre dans cet environnement. C'est pour ça qu'ils vont beaucoup essayer de progresser au départ du moins en canot, en raft gonflable pour pouvoir porter moins finalement et être plus porté par le courant, si je puis dire, et puis qu'après ils auront la possibilité, quand ils seront un petit peu plus légers, de s'engager un peu plus facilement en forêt. Malgré tout, voilà, ça fait des quantités de matériel assez importantes. Ils sont à peu près à un peu plus de 60 kilos, nourriture comprise, par personne. Donc, personne ne porte 60 kilos sur son dos, hein. Donc, c'est des principes voilà, il y a une équipe qui part en avant, qui commence à ouvrir dans la forêt, et puis le reste de l'équipe fait des allers-retours pour acheminer le matériel et ainsi de suite. Évidemment, plus ils avancent, plus la charge s'allège, puisque ils réduisent leur quantité de nourriture transportée, évidemment. Et est-ce qu'ils se sont entraînés avant de commencer, avant de se lancer dans cette aventure sur l'aspect physique? Je crois même qu'ils ont passé une batterie de tests médicaux avant de venir en Guyane. Alors, bien sûr, ils ont une visite d'inclusion médicale avant de participer à l'expédition. Ils se préparent physiquement pour être en forme, et parce que être en forme, c'est gage aussi d'être en sécurité quand on est capable d'abord de progresser, de durer 40 jours, mais aussi d'être réactif face à un petit peu toute situation qui peut arriver, d'être capable de naviguer, etc. Donc voilà, mais au-delà de cet aspect, je dirais, de préparation,
physique. D'un point de vue scientifique, avant et après chaque expédition, donc ils sont monitorés et on fait un ensemble de batteries de tests avant et après chaque mission pour bien voir l'évolution entre je dirais le T0 et puis l'issue des 40 jours. Et ça va se faire où ? Dans quelle zone de la Guyane ? Alors ils partent de Regina. Et en remontant la Progoué et le Yapok, et puis voilà, dans toute cette région un petit peu centrale. Ouais, j'ai cru comprendre que vous ne vouliez pas trop communiquer sur le tracé précis du parcours pour des raisons de sécurité ? Alors non, le tracé du parcours, il est tout simplement parce qu'on communiquera, je dirais en temps et lieu. Il va surtout énormément évoluer au fur et à mesure de l'expédition. C'est-à-dire que voilà, il y a une zone dans laquelle ils vont évoluer, et puis en fonction d'une part du niveau de l'eau et puis des possibilités d'incursion en forêt, il va s'adapter. Voilà. On travaille étroitement avec les forces armées de Guyane sur cette partie-là, et donc c'est quelque chose qui est bien balisé et encadré. D'ailleurs, est-ce que ce sera possible de les suivre à distance, d'avoir de leurs nouvelles en temps réel pour savoir un petit peu comment est-ce que ça va se passer ? Alors non, le principe étant que l'ensemble du groupe soit, je dirais, autonome et confronté à lui-même et à son environnement. Donc il n'y a pas de communication en temps réel. Voilà. En revanche, ils partent avec l'ensemble du dispositif de sécurité, de type Iridium et autres, qui permet d'alerter les secours en cas effectivement de nécessité. Mais par contre, il n'y a pas de volonté à ce que ce soit suivi en temps réel. Ils se concentrent et ils s'immergent dans l'environnement dans lequel ils ont à vivre et à s'adapter. Et ça, c'est extrêmement important pour nous d'un point de vue scientifique. Et là, histoire de prendre des nouvelles des personnes qui vont participer à l'expédition, là, ça y est, ils sont déjà arrivés en Guyane. Une partie de l'équipe vient d'arriver en Guyane, effectivement. Et puis, et pour l'autre, c'est quelques heures, puisque l'équipe voyage en deux vols. Et donc, ils sont en train de s'installer. Ils sont en train de préparer leur matériel, de reconfigurer, de revérifier tout, de refaire des inventaires, de s'assurer que tout est bien là, tout est prêt, de commencer aussi à se projeter mentalement dans ce qu'ils vont avoir à vivre. Et puis c'est le moment où Christian, le chef d'expédition aussi, réunit l'ensemble de l'équipe, redonne les objectifs, on cale les derniers protocoles scientifiques juste avant le départ, puisqu'on refait des mesures in situ sur le terrain juste avant qu'ils partent, et puis ils vont progresser ensuite assez lentement les premiers jours, le temps de se roder, le temps de démarrer un petit peu, et puis ensuite voilà, c'est parti. Et ça va commencer quand, du coup ? Quand est-ce qu'ils vont vraiment partir en forêt ? Alors le top départ sera en début de semaine prochaine. Non, en réalité ce sera samedi ou dimanche. Alors, vous nous avez parlé à plusieurs reprises depuis tout à l'heure de protocoles scientifiques. Quel genre d'expériences scientifiques exactement vont être menées ? Vous allez vous intéresser à quel domaine ? Ce que nous, Human Adaptation Institute, on cherche à comprendre, c'est un petit peu 3 strates de fonctionnement qu'on étudie, que ce soit au niveau, premier niveau individuel, un niveau collectif et un niveau environnemental. Le premier, c'est vraiment l'impact d'un nouveau climat sur des humains. Le deuxième niveau, c'est la capacité d'adaptation face à des nouvelles conditions de vie et l'organisation sociale, en fait, l'organisation de l'équipe, du groupe face à ces nouvelles conditions de vie. Et puis, enfin, la troisième, c'est le rapport à la nature et la capacité, en fait, de se projeter dans un futur lorsque les conditions sont difficiles et qu'on est face à une nature qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Donc, on collecte des données à la fois avant, pendant et après chaque expédition. Donc c'est vrai que tout ce qui est fait avant et après, c'est surtout sur des machines lourdes comme des IRM qu'on peut pas amener sur le terrain. Et puis
pendant, on suit en fait grâce à différents dispositifs, que ce soit technologiques ou tout simplement des questionnaires et autres, pour essayer de comprendre en fait après pourquoi il y a eu des changements entre avant et après. Oui, donc des données qui vont être recueillies tout au long de l'expédition en fait. Exactement, et c'est ce qui fait un petit peu notre particularité, c'est que nous on travaille sur des situations réelles et on essaye de comprendre tout au long d'une situation de vie comment les choses évoluent pour les individus et pour l'équipe. Jérémy Roumian, est-ce que à votre connaissance, bien sûr, il y a déjà eu d'autres expériences scientifiques, des expériences scientifiques de ce genre-là? Alors, sur la capacité en fait humaine d'adaptation face à un nouveau climat, notre connaissance c'est quelque chose d'unique. Nous, Human Adaptation Institute, c'est un petit peu notre métier, notre marque de fabrique. On a conçu une mission par exemple il y a 1 an et demi qui s'appelle Deep Time, qui était dans la suite en fait des différents confinements qu'on avait pu vivre durant la période forte de la Covid, sur la capacité en fait d'adaptation de l'humain quand on le prive de ses repères temporels. Donc en fait, c'était Christian et son équipe s'étaient confinés pendant 40 jours dans une grotte dans les Pyrénées, en Ariège, pour comprendre ça, et les suites scientifiques sont encore en cours. Mais voilà, c'est vrai que les études aujourd'hui impliquant des humains en situation réelle, en particulier pour comprendre les situations de changement, c'est quelque chose qui est encore au début. Oui, donc à chaque fois des expéditions physiquement éprouvantes qui sont quand même assez spectaculaires. Je me doute qu'en termes d'organisation, pour monter un projet pareil, ça doit être un travail assez considérable. Effectivement, c'est un gros travail, c'est un gros engagement de toute l'équipe derrière. L'objectif, c'est évidemment d'être prêt le jour J, puisque le jour où l'équipe ensuite se retrouve, alors là, dans la forêt équatoriale de Guyane, puis après en Laponie ou dans le désert sur les prochains milieux, il faut que tout soit prêt. Il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a pas de support possible. Ensuite, l'équipe elle est autonome pendant ces 40 jours, et donc il faut qu'elle puisse vivre avec tout le matériel qui soit réfléchi, pensé, mesuré et préparé pour ce type de mission. Donc oui, c'est un gros travail. C'est pour ça que nous, c'est vraiment notre métier depuis des années maintenant, de monter ce type de mission et d'expédition. Et là, avec Deep Climate aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre devant nous avec ces 20 climatonautes là qui vont s'immerger pendant 40 jours. Pour revenir à l'aspect scientifique, tous les protocoles qui vont être mis en place, est-ce que ce seront les mêmes pour les 3 expéditions, celle de Guyane, mais aussi celle de Laponie et celle d'Arabie Saoudite, pour comparer finalement toutes ces données-là? C'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir le même dispositif pour pouvoir faire des comparaisons et pouvoir en fait avoir une base de données solide sur ces 10 femmes et 10 hommes, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas peut-être pas précisé jusqu'à présent. C'est un groupe qui est paritaire, 10 femmes, 10 hommes qui partent, et donc ça va nous permettre d'avoir des données très riches. Et les 20 personnes du coup qui vont participer aux 3 expéditions, d'ailleurs, il faut le préciser, c'est qui exactement? Alors, c'est d'abord des gens qui sont motivés et qui s'engagent, alors pour des raisons diverses, mais avec toute l'envie de faire avancer la connaissance, de faire avancer la science, donc qui ont envie de se mettre au service d'un projet. Et puis, ce sont des gens qui, dans leur vie du quotidien, ont un travail, un métier, je dirais tout à fait classique. Donc vraiment, on a tout type de profil. On a voulu construire ce groupe le plus représentatif possible de la société, ce qui fait qu'on va avoir une bijoutière, un médecin, une infirmière, un développeur informatique, un agent de sécurité, un fonctionnaire, un cadre ministère de la Recherche, une responsable de programme humanitaire, bref, des gens qui ont tout type de
de métier et qui ont cette volonté à cœur de s'engager. Ce sont pas des spécialistes, mais plutôt des gens qui du jour au lendemain en fait pourraient se retrouver face à des nouvelles conditions de vie, à ces nouveaux climats, et donc on va voir comment ils s'adaptent. Oui, parce que l'aspect social, recherche en sciences sociales, il est primordial dans ce projet scientifique. Vous allez finalement vous intéresser au comportement d'un groupe. Comment est-ce qu'il va évoluer à huis clos en quelque sorte, parce qu'ils seront totalement seuls pendant plus d'un mois. Exactement. La dimension sociale est vraiment très importante. Je dirais que on le sait en termes d'adaptation. Là, finalement, chacun d'entre eux, seul dans la jungle pendant 40 jours, il y a quand même très peu de chances pour qu'ils arrivent au bout. En revanche, en équipe, ils vont former un collectif, ils vont former une équipe, qu'on espère et qui vont travailler pour être soudés et solidaires. Et donc, c'est grâce à ça, finalement, qu'ils ont toutes les chances d'arriver au bout de la mission. Et ça, c'est un élément extrêmement fort de l'adaptation, c'est-à-dire cette capacité, finalement, à être ensemble, à créer du collectif, à arriver à se coordonner les uns avec les autres et puis à être solidaires. Et c'est un levier extrêmement puissant, finalement, pour faire face à quelque chose, à des situations qui nous dépassent sinon. Dernière petite question, comment est-ce que tout le monde se sent, dont vous d'ailleurs, même si vous allez rester à Paris pendant que les autres seront en pleine forêt, comment est-ce que tout le monde se sent à quelques jours du départ ? Oh, alors bien sûr, moi je peux pas parler pour l'ensemble de l'équipe, mais pour avoir vu encore toute l'équipe ce week-end pendant les 2 jours de protocole scientifique qu'ils ont fait à Paris, je dirais c'est toujours pareil, c'est un mélange d'excitation, d'envie et puis en même temps d'inquiétude sur le milieu qu'ils vont découvrir. Sur l'ensemble de l'équipe, ils sont peut-être 3 à avoir mis les pieds dans la jungle équatoriale et à être allés en Guyane une fois dans leur vie, donc ou un petit peu plus, mais voilà. Toute l'équipe va découvrir ce nouveau milieu. Donc il y a beaucoup d'excitation et puis aussi déjà un petit peu de fatigue parce que voilà, il y a eu ces dernières semaines de préparation aussi qui sont toujours un petit peu éprouvantes. Donc avec pour je sais tous une très forte motivation et très heureux d'arriver en Guyane. Merci beaucoup Jérémy Roumian d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc directeur des opérations des expéditions de Christian Clot. Très bonne journée à vous. Radio.